Bonsoir à tous. Le Grand Soir, édition de ce 18 juin 2026. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau ce soir pour échanger autour des grandes questions d'actualité. Notre mission, vous le savez, c'est informer et faire comprendre l'information grâce à nos invités sur le plateau et surtout grâce à vous au téléphone. On prendra encore quelques appels en direct ce soir par le code qui vous sera communiqué par la réalisation. Vous pourrez également donner votre voix à la construction et la compréhension des sujets d'information. Ce soir, on boucle pratiquement la première partie de la série qu'on a ouverte depuis lundi dernier et qui parle justement de la représentation avec au centre de cette question celle des composantes sociologiques. On a entendu beaucoup de points de vue là-dessus et le dernier qui sera évoqué ce soir concerne justement le nombre de représentants. Est-ce que finalement pour mettre fin au débat qui a cours, on devrait augmenter par exemple le nombre de représentants ou le nombre de députés pour prendre seulement le cas de l'Assemblée nationale. Avec nos invités, on va en parler en prenant quelques exemples à titre comparatif avec des pays africains d'un niveau de développement semblable à celui du Cameroun, mais également un niveau de population semblable à la population du Cameroun, même si on n'a pas encore les chiffres du recensement, le recensement qui est encore en cours, bien évidemment, mais on peut déjà parler de cette question-là. Avec nos invités, on aura également notre arrêt dans les kiosques pour voir ce que la presse a proposé depuis ce matin. Les premiers invités qui sont déjà installés, accueillons Mohamed Ali. Il est étudiant, il est surtout président national des élèves et étudiants. Bororo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé et bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV. C'est un plaisir de retrouver Mohamed Ali ce soir après... je crois que le programme au niveau de l'ESTIC est assez dense ces derniers temps. Vous savez que la discipline ne rigole pas de ce côté-là. Nous sommes contraints et astreints d'assister à tous les cours. Et surtout, le professeur François-Marc Mojom, le directeur de l'ESTIC, met un point d'honneur sur la qualité des produits qui vont sortir de cette école qu'il dirige. Et c'est un plaisir pour nous de faire partie de ce moule d'excellence. Et nous espérons terminer la formation dans quelques jours. D'accord, on parlera également au cours de l'émission. D'ailleurs, on n'aura pas besoin de le dire. Votre casquette politique pourra également intervenir dans les débats, tout comme la casquette politique des jeunes François Toundé, qui est militant du RDPC, conseiller municipal, qui est également juriste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Merci une fois de plus pour l'invitation. Et je salue tous ceux qui nous regardent par le monde, notamment du côté de Mbangasina, en arrondissement d'origine, et tous ceux qui prennent plaisir, n'est-ce pas, à écouter Info TV tous les soirs. J'imagine que le sujet porté sur la table va susciter beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, et que nous apporterons notre contribution pour éclairer la lanterne de nos citoyens. On salue donc les populations de Mbanga. Sina, dans le Mbamekim. D'accord. Le temps d'accueillir Benjamin Bala Onambele, il est cadre du PCPDC, d'ailleurs il est secrétaire national aux droits de l'homme, à la justice et autres. Ah oui. Bonsoir et bienvenue. Maître. Bonsoir, merci pour cet accueil chaleureux à la maison. On le remercie par rapport au travail abattu que vous faites et la prestance de votre engouement. Et en même temps aussi, bonsoir aux co-discutants. Bonsoir également à toutes les populations d'Akono. Vous savez, Jean-Jacques, Akono possède une histoire très riche, une identité culturelle très forte, un patrimoine religieux, une jeunesse très très dynamique, d'ailleurs avec laquelle nous travaillons ensemble. Et toutefois, qu'on peine à se développer avec malgré son potentiel et sa prospérité. Il manque quoi, heureusement, il vous manque quoi? Nous allons aborder le sujet des représentations parce que la partie de l'iceberg, c'est que nous ne sommes pas, nous avons des personnes qui ne sont pas en mesure de porter haut non seulement la fierté d'Akono, mais aussi le développement d'Akono, parce que les gens mettent leurs égos devant sans toutefois s'occuper de l'intérêt général. D'où parfois cette forte pression sociale avec tous les problèmes entre ces élus chaque jour
qui se bagarrent dans les rues comme des petits-enfants dans une crèche. Et nous sommes aujourd'hui dans une posture de faire un rassemblement, un mouvement qui, toutefois, qui n'est pas politique, avec certains de nos frères pour permettre à ce que son avenir puisse se construire, non par une seule personne, mais par un groupe d'individus, un groupe de personnes et toutes les communautés ensemble. Et toutes les communautés ensemble. Là, vous ne parlez pas d'une éventuelle liste du PDC, du PCPDC là-bas? D'autre part, le PCPDC est déjà fièrement implanté, sauf que nous avons encore beaucoup de travail à faire. C'est aussi une occasion pour moi de saluer tous les militants du PCPDC, non seulement de la Moufouakono, d'Akono également, partout ailleurs au Cameroun. D'accord. Je vais d'abord poser la question au secrétaire national aux droits de l'homme. La situation de Baloum à l'ouest du pays, on n'a pas entendu les réactions des hommes politiques là-dessus. Jean-Jacques, nous avons déjà dans d'autres médias concurrents exprimé notre sympathie, exprimer nos condoléances envers la famille éprouvée et condamner avec la dernière énergie des actes de barbarie qui se perpètrent encore dans notre République, qui malheureusement nous sommes interpellés tous pour éviter dans un autre cadre une pareille... écoutez, c'est vrai quand même que c'est une actualité ici qui met en cause le fonctionnement de certaines de nos chaufferies. Parce qu'il ne faudrait pas également, pour l'acte d'une personne, essayer de mettre tous les chefs de ce coin ou bien de ce coin dans on ne devrait pas généraliser. On ne devrait pas généraliser. Nous recommandons tout simplement que les enquêtes soient faites, que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin soient vraiment entendues, que les responsabilités soient établies et que ça ne s'arrête pas à ce niveau, qu'on puisse faire une espèce d'enquête pour essayer de voir et comprendre comment est-ce que ces genres d'actes peuvent se produire dans une chaufferie. Vous savez, la chaufferie, c'est c'est la maison de tout le monde. C'est le refuge de tout le monde, c'est la case de rassemblement. Je voulais même utiliser la chaufferie, c'est le rempart. C'est le rempart de la société. Donc, si vous êtes menacé ou votre vie en dépend, vous devez vous référer d'abord à la chaufferie. S'il y a quelqu'un à vous protéger, c'est la chaufferie. La chaufferie, c'est également la cohésion sociale. Un chef doit être un père, un chef doit être un habit, un chef doit être impartial. Un chef doit être cette oreille qui écoute tous ses enfants. Et nous retrouver dans cette situation au XXIe siècle où nous transformons une chaufferie en bûcher, c'est rentrer des siècles et des siècles en arrière. Sur ce sujet, Eugène Toundé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre ce qui s'est passé du côté de Baloum? Jean-Jacques, déjà, il faut d'abord que j'adresse mes condoléances également à cette famille qui a vu perdre un fils de cette façon tragique. Comment comprendre? Nous avons suivi les faits. Je n'étais pas sur les lieux pour faire les faits. Mais ce qu'il faut comprendre en termes d'enseignement par rapport à ce qui s'est passé à Baloum, c'est que notre société traverse véritablement une crise sociale, une crise politique, une crise même, je dirais, une crise même dans la compréhension même du sens de la vie. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une république où effectivement les chefs
traditionnels, des travaux dans le champ de celui qui a été victime de votre acte. Mais de là à demander qu'on jette les pierres, comme autant de des Juifs antiques dans la Bible, où on était coupable d'un comportement, on vous jetait les pierres, c'est vraiment ramener le Cameroun à une époque qui est très loin de nous. Je pense que c'est peut-être l'émotion sur le terrain et chacun ne sait plus quelle est sa place. Tout le monde se considère comme étant l'État et tout le monde se considère comme ayant la puissance, la puissance de l'État, et ils oublient qu'ils ne sont que des maillons intermédiaires. On ne peut pas refuser l'importance ou fustiger le rôle des chefferies, mais je crois que c'est des cas marginaux où certains outrepassent leur pouvoir, et je sais que dans cette région, la forte considération de la chefferie traditionnelle a fait penser à certains qu'ils ont même le droit de vie ou de mort sur les populations. C'est le lieu de leur faire comprendre que le Cameroun a beau avoir la configuration qu'il a, mais il reste un État, et que dans un État, c'est le droit moderne qui est dominant, qui est applicable, et les chefferies restent juste des instances d'accompagnement de l'État et de l'animation même de la vie communautaire. Donc ce qui s'est passé à Baloum, c'est véritablement un acte répréhensible, et comme tout le monde le relève, je pense que cette autorité traditionnelle et toute sa notabilité va, n'est-ce pas, être sanctionnée avec la rigueur de la loi, pour que cela serve d'exemple à d'autres chefs traditionnels qui pourraient penser qu'ils ont le droit de vie ou de mort. Des monarques, des souverains, comme le disent Mohamed Ali. Quels sont les enseignements? La justice va suivre son cours, mais déjà la lecture on a, et qui peut être considérée comme enseignement au regard de ce qui s'est passé à Baloum. Eh bien, Jean-Jacques Zé, moi je préfère questionner même comment certaines personnes font pour devenir chefs traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il suffit simplement d'être le fils de son père, avec la monogamie qui est arrivée dans nos chefferies. Et vous avez quelqu'un qui sort de nulle part et qui devient chef. Or, auparavant, un chef, c'est des qualités. Un chef, c'est beaucoup de savoir-faire, beaucoup de tact, c'est des diplomates, des personnes qui savaient résoudre beaucoup de problèmes. Voyez-vous, Jean-Jacques, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu mort d'homme que cela est en train d'interpeller beaucoup de personnes. Tout le Cameroun est en train de parler de Baloum. Mais de gauche à droite dans notre pays, les chefs traditionnels spolient les populations de leurs terres. Ils en font leur commerce. Personne ne s'émeut. Je peux vous dire que Jean-Jacques, moi personnellement, j'ai fait 5 ans dans une sous-préfecture avec le chef de mon village. Pourquoi? Parce qu'il est allé vendre les tombes de mon grand-père, de mes grands-parents. Donc, voyez-vous, Jean-Jacques, aujourd'hui, c'est une situation. Moi, je pense qu'il faut beaucoup questionner la chefferie traditionnelle. Au-delà d'être auxiliaire d'administration, c'est des personnes qui doivent être nobles. Moi, j'ai connu un chef traditionnel quand j'étais petit, Sa Majesté Rondotia Samuel. C'est quelqu'un qui ne vous recevait pas dans la colère. C'est-à-dire quand vous arrivez avec une situation, Monsieur Ali vient porter plainte contre Jean-Jacques Zé, la population suit, dit bon, laissez Jean-Jacques Zé et Ali ici, rentrez chez vous. Parfois même, il vous donnait 2 chambres. Il disait que dormez ici demain matin, à tête reposée, je vais appeler les notables. Il a le temps de s'entourer de toutes les précautions avant d'intervenir dans ce différend qui peut embraser le village ou bien qui peut aboutir à ce genre de drame comme celui que nous avons eu à Baloum. Mais aujourd'hui, vous avez des chefs émotifs. Et moi, j'ai même envie de dire, Jean-Jacques, des chefs trop simples. Un chef ne doit pas être simple dans nos coutumes. Un chef doit voir au-delà. Il ne doit pas avoir 2 yeux. Il ne doit pas avoir 2 yeux. C'est comme ça qu'on dit dans notre tradition. Voilà, un chef doit voir au-delà de ce que nous, les simples mortels, nous voyons. Et à partir de là, il aurait pu voir cette situation qu'il traverse aujourd'hui. Je ne questionne pas la qualité du chef de Baloum, mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a beaucoup de personnes sur les trônes, mais on a très peu de chefs traditionnels. D'accord, on accueille M. le Président national du PRP, M. Soumsilas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Jean-Jacques Zé, merci de m'avoir invité. Comment vous allez? Je me porte bien, je survis, je peux le dire ainsi, parce que compte tenu de cette situation grave et gravissime dont le pays traverse, on ne peut pas dire qu'on vit, parce que d'abord, moi j'aurais souhaité qu'on prenne d'abord 1 minute de silence pour ceux compatriotes
aimé de sa famille, aimé de ses amis, aimé même de ses enfants, et que par une malversation des valeurs républicaines, il trouve la mort. Je ne peux pas dire que je vais bien en qualité de leader politique. Je survis. Mais c'est quand même une situation assez grave. Et gravissime. Gravissime. Bien sûr. Vous pointez un doigt accusateur à quoi? La qualité de nos chefs? Non, pas du tout. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la méthode, la manière, la façon dont le pays il est géré. Il y a une absence, c'est-à-dire il faut renouer l'autorité de l'État. Et ça manque sur tous les secteurs de la République. Du coup, chacun a sa petite république dans la République. Ça manque. Ça manque. Je vais prendre un exemple banal. Nous parlons des députés qui ont le rôle d'orientation des budgets auprès de l'exécutif pour l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Est-ce que c'est ce qui est fait? Non. À ce titre, il est d'une importance capitale de relever qu'en dehors même de l'exécutif, il y a certaines entreprises privées qui bénéficient de ce budget, parce qu'on passe le marché public aux entreprises privées qui bénéficient de ce budget. Mais est-ce que les députés vont jusque là-bas pour mener les contrôles de l'utilisation de l'argent public? Non. Vous passez un marché de 6 milliards, 60 milliards, vous ne l'enregistrez pas pour que l'État gagne sa TVA. Déjà, les sociétés que vous employez, ou bien le personnel que vous employez est à contrat à durée déterminée. Quel est donc le rôle des députés pour l'utilisation de l'argent public? Ceci embrasse toute la République où on va retrouver qu'un chef du village se prend pour l'autorité suprême de cette localité, poser les actes de mort sans que rien ne lui arrive. Je vous le dis, je pense qu'il serait important que ce chef séjourne à l'heure où nous parlons à la 11e République pour au moins donner de la valeur et de l'importance au peuple camerounais. Là, on parle d'un chef, hein, c'est des choses qu'on n'imaginait pas par le passé, qu'un chef se retrouve en chef, prison, par exemple. Vous connaissez comment on est devenu chef au Cameroun après l'arrivée des Français. C'était les rois. C'est les Français qui ont fragilisé l'autorité du chef. Et ils l'ont soumis à l'autorité administrative, où il devient auxiliaire de l'administration publique. C'est les sous-préfets qui installent les chefs, alors que c'est la tradition. Ça veut dire qu'on n'a plus de chefs. On a des fonctionnaires. Déjà, ils perçoivent des salaires. Ils ne sont plus des chefs. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le Cameroun qui a un problème. Il faut restaurer l'autorité de l'État. En même temps, attends, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Il faut restaurer l'autorité de l'État et que chacun fasse son travail. Je ne pense pas que le chef devait percevoir un argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut du chef, ou acheter sa conscience, ou lui faire comprendre qu'après le président de la République, c'est lui. Il faut que chacun fasse son travail. Le chef est devenu salarié et sa bagarre dure pour avoir accès à ce salaire-là. Tous les retraités veulent être chefs. Accueillons d'abord Eric Foyette, cadre du MP3. Bonsoir et bienvenue Eric. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour l'honneur que vous me faites et l'amitié renouvelée. Et je suis très ravi et je ne manquerai pas ici de saluer les multiples téléspectateurs qui sont en ce moment en train de savourer votre chaîne. Alors, c'est le MP3 au niveau de la régie, la formation politique à laquelle adhère maintenant Eric Kenny Foyette, le MP3. Vous arrivez pendant qu'on évoque ce sujet d'entrée, on suit de près ce qui se passe du côté de Baloum et l'exploitation que la justice est en train de faire de cette affaire. Qu'est-ce que vous retenez, vous, principalement? Premièrement, je veux rappeler ici que c'était pratiquement un frère consanguin. Il est originaire de Futuni. Et ici, je sors, ça fait pas 48 heures que nous étions avec la famille et Sa Majesté. Vous parlez de celui qui est décédé ou bien de celui qui est décédé. Celui qui est décédé, de Steve. Il est originaire de Futuni, pour parler plus pratiquement dans le Ronkam. Et c'était un débrouillard, comme plusieurs autres débrouillards. Et on ne peut que déplorer cette perte. Il faut que je dise quand même ici, parce que c'est assez alarmant, un chef ne fuit pas. Nous avons vu malheureusement dans cette affaire un chef qui n'a pas su assumer ses responsabilités. Quel que soit ce qui arrive à un chef en tant qu'auxiliaire de justice, en tant que personnalité publique, il n'a le devoir d'assumer ses responsabilités. Il ne devrait pas
fuir en de telles circonstances. Même s'il a commis quelconque acte, le chef devrait lui-même porter sa responsabilité et se rendre. Nous ne pouvons que déplorer de tels agissements, nous ne pouvons que déplorer des drames qui ne font que se succéder, alors même que nous sommes en attente d'un remaniement, alors que nous reportons tout, alors qu'on attend une nomination d'un vice-président. Je ne sais pas si ce ne sera pas Jean-Jacques. Vous attendez? Moi, pas vous particulièrement. Encore mais nous avons suivi la promesse du chef de l'État et nous sommes républicains, donc nous pensons que tôt ou tard, il a dit dans les tout prochains jours, il nommera un vice-président, un gouvernement. Et peut-être tous ces drames vont peut-être le réveiller et puis faire ressortir un certain nombre de décisions qui tardent encore dans les tiroirs. Mais je voudrais ici saluer toute la grande famille du MP3 qui m'a fait confiance au niveau de la communication et qui a permis à ce que nous puissions nous déployer un peu sur tous les plateaux pour faire savoir notre ligne éditoriale, notre vision et apporter ainsi notre pierre à l'édifice. Je voudrais rappeler... Dont le président est Hiram Yodi. Qui était auprès de l'enfant qui a été, entre guillemets, selon les premières déclarations, violé ce jour. Et bon, j'aurais aimé qu'Info TV couvre un peu l'événement, mais ça n'a pas été le cas. On espère que les prochaines fois... vous n'en savez rien. Vous ne savez pas à quel niveau c'est situé. En lieu et place des ministres et des députés de Yaoundé 6, de Yaoundé 3, Yaoundé 2 et autres qui ne sont pas allés là-bas, qu'on puisse voir d'autres hommes politiques qui vont au chevet de cette famille. D'accord, merci beaucoup. On va rapidement prendre le pool de l'actualité tel que développé par la presse camerounaise. C'est l'escale consacrée à la revue de presse, le langage des kiosques ce jour avec Romaric Noifeu. Bonsoir Romaric. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir également à votre panel richement constitué cet après-midi. Bonsoir également aux téléspectateurs fidèles au grand soir. Allons rapidement dans les kiosques. Nous sommes dans les kiosques effectivement au cœur du tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vent dans sa parution de ce jour qui revient sur l'examen du CEP et du FES Certificat Living School. Il s'agit justement de l'organisation qui a donc réussi son pari sur l'ensemble du triangle national, notamment dans les 10 régions du Cameroun. Au terme des épreuves écrites du 17 juin, le ministère de l'Éducation de base enregistre un déroulement sans incident des examens du sous-système francophone et anglophone sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Un signal fort sur la maîtrise logistique et même la discipline dans les salles d'examen. Le quotidien Informaton qui revient sur les questions relatives à la FENASCO Ligue B, les 19e finales nationales qui sont reportées in extremis pour justement une disponibilité des vols. Justement, cette grande rencontre prévue du côté de Garoua, les finales qui ont été reportées faute de vols disponibles pour transporter les jeunes athlètes des 7 régions méridionales. Le ministre Laurent Serge Etundingwa, soucieux de la sécurité des élèves et encadreur, a obtenu l'aval du Premier ministre Joseph Dion Ngouté pour décaler l'événement dans l'attente d'avions donc à affréter. Le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, nous conduit du côté du tarif douanier avec zéro en Chine. Comment en profiter? C'est la une justement consacrée à cette actualité. Le tarif douanier avec la Chine qui ouvre dans son marché à plusieurs produits camerounais sans droit de douane. Pour en bénéficier, les opérateurs économiques doivent se faire enregistrer auprès du ministre du Commerce ou même encore de l'ambassade de Chine. Les filières concernées incluent le cacao, le café, le bois transformé, le coton, les fruits, les épices, les huiles végétales, les cornes séchées et l'artisanat. Feu Pius Ndiaoui, à travers le messager, parle des droits de l'homme au Cameroun avec les chiffres de l'horreur. Selon le rapport révèle le journal de l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir, réalisé avec 30 organisations de la société civile l'année 2025, a donc enregistré 706 morts et 1494 arrestations, des chiffres qualifiés d'horreur par le journal, survenu donc dans un contexte marqué par l'élection présidentielle. Tribune d'Afrique revient sur l'affaire Loïc Hapi avec cette liberté pour prévisitoire pour les prévenus ou alors simple évacuation médicale. Le journal d'Afrique qui s'interroge dans sa parution de ce jour, 6 mois après l'assassinat, l'incertitude qui persiste sur le statut des principaux suspects. Ont-ils obtenu une liberté provisoire ou simplement une autorisation de consultation médicale sous escorte pénitentiaire? Le journal fait justement allusion à cette absence de communication claire qui alimente d'ailleurs les rumeurs et la colère de l'opinion publique, alors que le corps de la victime est toujours à la mort. Guiba Gatama, à travers l'œil du Sahel, parle justement de ces 53 incidents en sécurité enregistrés en mai 2026. Encore du chiffre de l'horreur. Nous sommes là dans la région de l'extrême nord, Jean-Jacques, avec le quotidien régional qui alerte sur la persistance de l'insécurité dans la région. En un seul mois, 53 incidents sécuritaires y ont été recensés
sécurité, rappelant les défis permanents auxquels font face les populations et les forces de défense dans le bassin du lac Tchad. Aman Mana, à travers le jour, s'interroge véritablement avec la figure emblématique du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, sur le pourquoi des biens de l'État ne sont pas du tout assurés. Il a été interpellé à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté a dû s'expliquer sur l'absence de couverture assurantielle de nombreux biens publics, une lacune qui expose l'État du Cameroun à des pertes financières importantes en cas de sinistre et relance dans le débat sur la gestion rigoureuse du patrimoine national. Aman Mana, à travers dans sa rédaction, a bel et bien choisi cette actualité dans sa parution de ce jour. Georges Alombo Yumo revient sur Baloum au bûcher royal, mutation qui a choisi donc de revenir sur le drame du 5 juin dernier du côté de Baloum dans la Ménois, où Bostel Kamta, âgé de 25 ans, a été tué de manière très atroce. Le journal adresse le portrait de la victime et révèle que le chef du groupement de plusieurs suspects sont recherchés et placés justement en garde à vue à la Légion de gendarmerie de l'Ouest, donc dans la ville de Bafoussam. La nouvelle expression reste avec nous à Penka Michel, avec le chef supérieur Baloum, qui est donc déjà dans les filets. Il est recherché depuis plusieurs jours pour séquestration, torture et assassinat d'un jeune soupçonné de vol. Sa Majesté Charlie Constant Noussipokam, le chef supérieur de Baloum, s'est présenté mercredi 17 juin 2026 au procureur et le tribunal de grande instance de la ville de Tchang. Son audition intervient donc après la mort violente de Bostel Kamta le 5 juin dernier. Primeur Hebdo, le quotidien, parle de cette irrécevabilité du recours du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le prix hebdomadaire revient justement dans son numéro 1075 pour parler du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a été débouté. Le Conseil constitutionnel qui rejette dans le recours. Le journal titre sur cette irrécevabilité, j'y arrive. Et puis en une, il s'interroge sur le Conseil constitutionnel. A-t-il rendu un arrêt politique ou strictement juridique, une décision qui relance le débat sur le rôle de l'institution à quelques mois des échéances électorales. Et puisqu'on parle justement de cette actualité, le messager de François Chanon revient en bas de une à gauche pour parler de ce Conseil constitutionnel à page 2 avec la requête du MRC qui a été donc irrecevable. Et pour sortir avec la lune, Jean-Jacques, on parle de la présidentielle et même des institutions à Boubakari Sidiki qui brise donc le silence. Le président national du MPSC qui sort de sa réserve dans un entretien exclusif, il s'oppose à l'idée d'un Cameroun dirigé donc par une personne nommée et il se prononce sur le poste de vice-président, la prorogation du mandat des députés et même la dernière élection présidentielle. Il a également choisi de donner son ton et même sa voix sur l'opposant Issa Thiro Mabakari, le président du FSNC. Merci Romaric Noifeu. Chacun de nos invités ici va réagir par rapport à une qui aura retenu son attention, mais vous l'avez noté, Info Matin parle par exemple de FENASCO, Ligue B, qui devrait commencer du côté de Garoua et dont c'est 19e finale nationale reportée in extremis pour indisponibilité des vols. Il y a, pour comprendre cette actualité, que les Jeux qui se jouent à Garoua, à cette région de la partie méridionale qui doivent envoyer les tout petits du côté de Garoua. Et pour le ministre, sans vol affrété spécialement pour la cause, il est difficile de laisser les tout petits, parce que quand on parle de ces FENASCO, il s'agit Ligue B, c'est les enfants de l'école primaire, qu'ils prennent la route. Imaginez-vous partir par exemple de Bouya pour Garoua par route. C'est très difficile, très coûteux et même en énergie pour les tout petits. Il y a même l'aspect sécuritaire. Comment on fait pour sécuriser tous ces convois des petits enfants qui vont jusqu'à Garoua? Pour le ministre, l'idéal c'est de prendre l'avion. Et il est clair là-dessus, et je crois que la hiérarchie, le Premier ministre a accédé à cette démarche-là pour assurer la sécurité et puis la qualité des athlètes aussi. Si vous et moi, pour prendre cette distance par voiture, c'est compliqué, c'est pas pour les tout petits que ça va être facile. Et donc, on va attendre que ces vols soient disponibles et que tout cela soit bien organisé afin que nos tout petits puissent participer à ces Jeux dans des meilleures conditions, d'où ce glissement qui a été acté et accepté par la hiérarchie, sécurité, qualité des athlètes et la logistique nécessaire. On n'est pas toujours sûr de nos vieux bus là, est-ce que le pneu ne va pas éclater en route? On n'est même pas sûr d'échapper aux tracasseries lorsqu'on sait que en route là, il y a au moins un nombre incompréhensible de contrôles. Vous avez beau afficher le drapeau, c'est même là. C'est même là où le sifflet sort et puis on commence à vous embarrasser. Tout cela peut fatiguer les enfants. Comment les escorter? Même les encadreurs
combien seront-ils mobilisés pour qu'ils y aillent pour diriger cette région au moins vers le nord. Et puis concernant le même département ministériel, la presse a salué la qualité de l'organisation du CEP. On n'a pas entendu d'éclat de voix sur l'ensemble du territoire national et même à l'étranger, parce qu'il y a des centres qui ont été ouverts et c'est une innovation du professeur Etundingwa qui permet aujourd'hui que les petits-enfants camerounais ou ailleurs, dans d'autres pays, puissent participer aux épreuves. Là-bas aussi, on n'a pas entendu de grincement de dents. Ça s'est bien passé. Chapeau pour cette organisation. Alors, qu'est-ce que Ejed Toudé a noté dans la presse? Je pense que j'ai noté avec beaucoup d'intérêt l'actualité par laquelle vous venez de sortir. Celle du CEP qui a été organisée avec beaucoup de succès. Vous savez, nous, parents, nous avons été très mal à l'aise avec ce qui s'est passé au GCE. C'est la météo qui en parle. On va afficher la une, allons-y. Tout à fait, et donc c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on peut encore organiser des examens de ceux du Takabila au Cameroun avec beaucoup de maestria. Madame le ministre Nalova, en renvoyant le GCE à des dates beaucoup plus étendues, a certainement bousculé beaucoup de programmes au sein des familles, pour la gestion des vacances, pour la gestion des déplacements. Et j'étais aussi beaucoup d'inquiétude par rapport à la qualité ou au sérieux qu'on reconnaissait à l'organisation du GCE. Donc j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que la météo se soit intéressée à l'organisation du CEP. En même temps que j'ai noté avec beaucoup d'intérêt, et j'aimerais me rassurer que ce n'est pas juste un commentaire quand on parle de le commerce avec la Chine qui se ferait à 0 francs. J'ai envie de dire, si tel est le cas, c'est une très bonne chose, mais je ne suis pas encore informé d'un accord de commerce qui a été signé entre le Cameroun et la Chine et qui, n'est-ce pas, accorderait cette préférence commerciale. Mais je crois que c'est pour dire qu'il y a eu certainement des ouvertures entre la Chine et le Cameroun, et que désormais nos produits qui ont été cités là sont les bienvenus en Chine avec beaucoup de facilités ou bien beaucoup de faveurs. Moi, je crois que c'est ce qui m'a vraiment frappé à l'écoute de cette belle présentation de la revue de presse. Mohamed Ali, quelle une? Moi, je vais rester avec le groupe La Météo, avec la une qui parle du décalage pour obtenir les vols pour les tout-petits. Je pense que la première victoire de la participation des tout-petits, c'est entrer dans l'avion. Dans l'avion. Tous les Camerounais ne sont pas encore allés c'est la une d'Info Matin. En avion. Je pense que le ministre Laurent Serge Etundingwa offre là une grande opportunité aux tout-petits de faire des vols en aller-retour. Yaoundé-Garoua ou Boya ou Douala-Garoua, c'est des belles initiatives. Parce que même en train, c'est pénible. Le train, on n'est jamais sûr d'abord, et il vous laisse en Gaoundéré, il faut faire Gaoundéré-Garoua, c'est aussi pénible. C'est pas évident, il y a une portion de route entre Gaoundéré et Garoua qui est pratiquement aujourd'hui difficile, même pour les adultes. Et on fait pratiquement 1 heure de vol entre Yaoundé et Garoua, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous voyez qu'en 1 heure de temps, vous êtes à Garoua, vous profitez des jeux. En 1 heure de temps, vous êtes à Yaoundé, vous pouvez rentrer à Konoche, mon ami. Donc, c'est très facile. Je pense que ce sont des initiatives à encourager. Il y a quelques années, un bus, lors des Jeux universitaires, avait failli aller... a fait un accident au niveau de la falaise de Ngaoundéré. Absolument. Et vous imaginez pour les familles tout ce que l'angoisse et tout ce que cela représente. Et ça réduit également la pénibilité du travail pour les encadreurs. Imaginez les enfants de l'école primaire qui prennent le bus, comme vous le dites, à Boya pour se rendre à Garoua. Yaoundé-Garoua, c'est pratiquement 2 jours de route, c'est-à-dire 48 heures à 72 heures. Avec des repos, les enfants qui doivent dormir entre telle heure et telle heure. Moi, je pense qu'on doit tirer un coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le Ministre, pour cette belle initiative. Je pense que là, on parle d'un vol avorté. On va y aller. Il faut la disponibilité des vols. Quel est le site qui a retenu l'attention d'Éric? Irrecevable. Vous savez, il y a des choses... Irrecevable. C'est évident. La démarche du MRC auprès du Conseil constitutionnel? Bon, déjà que j'aurais été au MRC, que je n'aurais pas fait cette démarche, parce que c'est un peu l'animation de la galerie, ce n'est pas une démarche qui est assez sérieuse, dans le contexte camerounais, où malheureusement nous tardons à mettre en place une réelle démocratie. Il faut quand même
prendre l'exemple sur le Sénégal où la Cour constitutionnelle peut dire le droit. Au Cameroun, on sait systématiquement que vous aurez beau présenter la loi, et je crois que ça va en droite ligne avec un des sujets ou le sujet principal que nous avons aujourd'hui, l'élection des députés. Il est anormal que dans un pays, les lois vont à gauche, et lorsque vous saisissez l'instance qui est chargée de réguler ces lois ou de veiller là-dessus, personne ne touche. Et je pourrais même encore ajouter, aucun député de l'opposition, ça aurait été beau, ne s'est levé pour venir au Conseil constitutionnel pour dire, attendez, nous estimons qu'il faut aller à l'élection. On ne peut pas rester dans une illégalité, bon, encore que j'aurai le temps de démontrer pourquoi ils ne le font pas. Il faut quand même à un moment donné que notre pays essaie de donner une meilleure image. Notre parti en face est déjà assez obèse, est déjà assez puissant, que appliquer les lois ne serait pas... Qu'est-ce qui vous gêne? Que le Conseil constitutionnel déclare l'irrecevabilité de la démarche? Ce qui me gêne en fait, c'est que le Conseil constitutionnel refuse de dire le droit. Oui. C'est là mon problème, beaucoup moins encore que celui de la requête du MRC, qui est fondée de mon point de vue, mais que le Conseil constitutionnel au moins fasse semblant d'examiner la requête et puisse peut-être même par alchimie trouver une raison. On a quand même eu des cas où le Conseil a dit d'être incompétent, alors que la question qui était posée sur sa table relevait quand même de la loi. Voilà, c'est autant de choses qui me font dire, pour donner une belle image à notre pays, il faudrait que ceux qui tiennent tous les pouvoirs en ce moment essayent quand même de respecter un tant soit peu la loi. Ça donne un sentiment d'impuissance, ça donne un désintérêt à la population pour la politique, parce qu'on se dit, ceux-là décideront de tout, de l'alpha et de l'oméga, donc il ne sert à rien de se battre. Je pense que irrécevable, c'est un coup qu'on donne à notre nation, c'est un coup qu'on donne à notre démocratie, et il faudrait à un moment donné que ce soit recevable. D'accord. Soumsila, ça a retenu quelle une? Oui, déjà, il faut noter que j'ai 2 points essentiels. Allons-y pour le premier, pour ne pas faire long. Voilà. Le premier, c'est l'intérêt que le Premier ministre accorde à l'utilisation de l'argent public, c'est-à-dire les biens de l'État. C'est la une de Le Jour, je crois. En tout cas, on va vérifier. Le Jour. J'ai l'impression que le Premier ministre vient de se lever du sommeil. Non. Non, permettez, c'est moi qui le dis. Ça ne vous engage pas. Non, je n'ai pas dit. Voilà. D'accord. Le Premier ministre était dans un sommeil. Bien sûr. Parce qu'il est le chef du gouvernement. Oui. Le gouvernement, c'est lui qui l'engage. Il répond au nom du gouvernement. Le président Biya lui fait confiance. Je pense qu'on ne peut pas moderniser le réseau routier. Pourquoi il faut prendre le vol? Ou même le réseau ferroviaire. Mais monsieur, qu'est-ce que vous... Ces gens-là vous donnent quoi? Vous venez sur un plateau de télé, vous faites des éloges, c'est le culte de personnalité. Parlez de votre une, vous commentez votre une. Commentez votre une. C'est le deuxième. Le réseau routier amélioré ne réduit pas la distance entre ça réduit la pénibilité qu'on évoque ici. Ça ne réduit pas la distance entre... la pénibilité on révoque ici. Oui. Ça veut dire que si vous partez de Boya sur l'autoroute et que vous prenez Boya sur l'axe lourd pour le jargon camerounais, ce n'est pas la même chose. Je peux être à Douala, je travaille à Yaoundé, ici à l'autoroute. C'est pas ça? Ou s'il y a de bons trains. Et s'il y a de bons trains. On ne viendra pas ici dire qu'on salue la décision prise par le ministre Toundingwa alors qu'il est membre du gouvernement. Mais ce n'est pas lui qui fait les routes. Monsieur, il gère une situation par rapport à ce qui n'est pas fait. Il n'est pas surpris de ces jeux. Il n'est pas surpris. Justement. Et si les vols ne sont pas disponibles, ce n'est pas lui qui gère les vols. Il n'est pas surpris. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas lui qui gère les vols. Il devrait tenir compte. Comment il fait pour tenir compte alors que ce n'est pas lui qui gère les vols? Il vous dit que les enfants iront. Il devrait tenir compte de tous ces paramètres. On n'est pas surpris par ces jeux. Qu'est-ce qu'on prend comme disposition pour le réseau? D'accord. On ne se comprend pas. Et aujourd'hui, le Premier ministre, permettez, aujourd'hui, le Premier ministre laisse croire aux Camerounais que les biens de l'État, c'est de sa responsabilité. Il faut qu'ils assument. Il devait démissionner. Il devait démissionner. C'est un scandale que les biens de l'État ne soient pas assurés. Le Premier ministre qui répond à une telle question et on acclame ici. Non, on n'a pas acclamé le Premier ministre. Je ne suis pas sûr qu'on parle de acclamer le Premier ministre. Oui, juste une précision, en 30 secondes. Je voudrais dire rapidement. à M. Soumsila que nous sommes conscients que le Cameroun a certains retards sur le plan du développement. Mais vous ne devez pas nous comparer à des pays qui ont 200 ans. Je n'ai pas cité un pays. Pardon. 300 ans d'existence. Vous avez un ministre
qui décide d'innover. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il vous plaît, si je peux aller jusqu'au bout de mon idée. Vous avez vous n'avez pas permis faire. Vous avez, auparavant, j'ai pris le cas de l'accident de la falaise de Ngaoundéré. Ça devait servir de leçon depuis ce jour. Ce sont donc, merci. On va y aller parce qu'on a très peu de temps. C'est justement l'une de ces leçons qui amène le ministre de l'Éducation l'impact sur l'amélioration des réseaux. Voilà, celui qui s'occupe du réseau. Vous entendez. Nous, on quitte de la route pour les avions. Au Congo, par exemple, on ne peut même pas faire ça. Il y a le Cameroun l'avion. On voyage par avion. Vous êtes dans la Cameroun, ça fait comme si vous venez retrouver le son. C'est là, d'accord. Qu'est-ce que Maître Bala a retenu? Rapidement. Non, vous reviendrez après, Maître. Oui, allons-y. Oui, Jean-Jacques, j'ai retenu on ira sur une, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, je vais beaucoup plus axer sur le Conseil constitutionnel, parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici, si nous n'avons pas une constitution qui nous protège, qui protège les institutions, toute action politique que nous sommes en train de mener ne peut aller nulle part. Moi, j'étais un peu surpris, au-delà de la pertinence de la requête du MRC, qui, ma foi, ce n'était pas pour avoir gain de cause en tant que tel, mais pour interpeller quand même notre degré de retard démocratique, parce que j'ai été outré de suivre que le Conseil constitutionnel a fait trois points sur sa décision. Premier point sur l'irrecevabilité, deuxième point sur l'incompétence et troisième point sur le non-fondement. Or, est-ce que le Conseil constitutionnel avait besoin de faire autant de gymnastique pour justifier sa dépendance envers l'exécutif? Vous pensez que c'est une dépendance? C'est une dépendance. Alors, il y a quand même il y a des lois qui encadrent le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Qui doit saisir le Conseil constitutionnel? Sur quels aspects? Ainsi de suite. Il y a quand même... Est-ce que vous pensez que cette décision est en déphasage? On est là de façon pédagogique. Restons sur la pédagogie avant d'aller sur le politique. Sur la pédagogie. Oui. Parce qu'il faut d'abord rappeler ce qui s'est passé. Le Conseil constitutionnel n'a pas véritablement, par exemple, tranché la question de la constitutionnalité du décret qui fait grief. Le Conseil constitutionnel a déclaré la requête irrecevable, estimant que le MRC n'aime pas parmi les autorités habilitées à saisir le Conseil constitutionnel. Ça me fait un débat. Est-ce que c'est faux donc? Permettez. À partir de là, ça me fait un débat. Permettez. Si vous n'avez pas qualité, permettez. Ce n'est pas parce que... Écoutez, ce n'est pas parce qu'une loi existe qu'elle est bonne. Non. Mais pour le moment, elle existe. Elle est en vigueur. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment essayer de prendre au sérieux dans ce pays. Parce que le Conseil constitutionnel, quand une juridiction vide sa saisine sur les questions de forme, elle n'a pas besoin d'aller au fond. Pourquoi entrer encore au fond pour dire il y a incompétence? Justement. Tu m'as déjà dit que je ne te reçois pas, reste là-bas dehors. Mais en même temps, tu commences à dire le costume, vraiment que... Il n'y a pas les chaises. Il n'y a pas les chaises et tout. Mais pourquoi? Ça crée, c'est ça qui crée cette confusion. Deuxième chose, il y a un problème de violation des principes fondamentaux de notre République. Le Conseil constitutionnel est le gardien de notre Constitution. Quand la Constitution dit qu'il n'y a pas de rétroactivité de la loi, on ne peut pas prendre un décret aujourd'hui pour régir les situations futures. Et ce décret, on le prend, on le fait régir pour les situations antérieures. Voilà que nous ne sommes même pas sûrs que dans les jours à venir, il y aura élection locale au Cameroun, parce qu'on va toujours reporter. De ce deuxième report était un deuxième report de trop. Le Conseil constitutionnel devrait quand même se prononcer. Et en plus, certains disent que le décret, c'est un acte de gouvernement. Non. Quand on parle en droit administratif, ce qu'on appelle l'acte unilatéral administratif, qui donne des droits, lorsqu'un acte produit, il y a des droits et des obligations envers des administratifs. Ça ne peut plus être un acte de gouvernement.
Ça devient un acte administratif unilatéral, par conséquent, qui peut faire l'objet, n'est-ce pas, d'interprétation par le Conseil constitutionnel. C'est des choses quand même de bas à bas. Sur cette question, je voulais interroger le juriste. Allons-y. Oui, Jacques-Jean, je voudrais dire qu'il y a un devoir d'information de nos concitoyens. Donc, face à une question de droit, avant de la politiser, il faut d'abord restituer le droit. Le Conseil constitutionnel a justement des personnes qui sont habilitées à le saisir. Ce n'est pas tout le monde qui se lève et saisit le Conseil constitutionnel. Et puis, il y a même un domaine réservé sur lequel il faut. Maintenant, la requête du MRC, effectivement, portait sur la question de savoir si, n'est-ce pas, le décret n'était pas en violation de la Constitution. On peut comprendre que, sur le plan du domaine, la question est recevable. Maintenant, est-ce que le MRC avait qualité à saisir le Conseil constitutionnel? Non. Dès qu'on a dit cela, le reste n'est que commentaire. Et on ne peut pas empêcher à un Conseil constitutionnel de faire un commentaire, puisque l'élément principal a déjà été annoncé. Lorsque on vous parle d'un acte administratif unilatéral, mais encore là, maître devait dire la vérité. Si on considère qu'un décret est un acte administratif unilatéral, ce n'est justement pas chez le Conseil constitutionnel qu'il faut y aller. Il faut aller devant la Chambre administrative qui est compétente en matière d'actes administratifs. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel. Ça encore, il devrait le dire. Si vous considérez que le décret est un acte administratif unilatéral, alors donc, empruntez les voies de recours, qui sont le recours hiérarchique, et le recours cassation préalable, et puis la Chambre administrative la Chambre administrative qui connaît des actes administratifs. Donc moi je crois que lorsque vous l'avez dit... Et là ça justifie l'incompétence prononcée par le... Tout à fait. Lorsque vous l'avez dit, maintenant vous pouvez donc aborder sur le plan politique pour dire que politiquement on aurait dû faire ci. Mais si vous faites comme si le Conseil constitutionnel ne connaît rien, que ceux qui sont là-bas ne savent pas de quoi ils parlent, vous n'aidez pas nos citoyens qui nous... Quelqu'un peut réagir sur la question encore du Conseil constitutionnel, Éric Foyette? Oui. Parce que les partis politiques font quand même partie des institutions mais très fin, parce que en substance, il dit ce que j'ai dit, mais d'une autre façon un peu habillée. Parce qu'il essaye de justifier le fait que même si la Constitution est attaquée, ce qui relève du Conseil constitutionnel, le MRC n'était pas fondé. J'ai dit tout à l'heure que en tant que Conseil constitutionnel, dès le moment que le fond est clair, pour des besoins de principe, il pouvait s'auto-saisir même. Ou il pouvait recueillir la requête du MRC avant, à l'intérieur, de trouver des failles. Il est clair que le Conseil constitutionnel doit être le garant de la Constitution. Et en l'état, sur la question du report de l'élection, il y a un problème. Il y a une inégalité, on est en train de franchir le Rubicon. Les députés eux-mêmes devaient s'opposer à ça. Mais je l'ai dit dans l'entrée de jeu, je l'ai dit, si les députés étaient sérieux, pour ceux qui se disent opposants, ils devraient accompagner la requête du MRC et on n'aurait peut-être pas alors une irrécevabilité habituelle et réglementaire. Donc, ça je l'ai dit d'entrée de jeu. Mais je voulais quand même dire que dans notre contexte, on comprend très bien qu'aller à la Chambre administrative, c'est important. Aller à la Cour constitutionnelle, dans ce contexte, malheureusement, c'est aussi un peu important. C'est l'occasion pour moi de poser la question réelle, à quoi nous servent les députés? Si des gens sont tapis, ils roulent carrosse et on aura le temps de nous exercer là-dessus, et non pas l'occupance de se dire on ne peut pas infini reporter le mandat des députés sous... Je ne veux pas développer encore mes arguments. Il faut le dire. Regardez, ça coûte extrêmement cher à la République, ça coûte extrêmement cher aux citoyens. Je vois les enseignants pleurer, je vois tous les corps de métier, les journalistes et tout le monde en larmes, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce qu'il y a un déficit budgétaire, mais on passe le temps à reporter les élections. Alors, si le MRC n'a pas qualité, l'article 46 dit ceux qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le tiers des députés, dont 60 députés minimum sur les 180. Il y a également le tiers des sénateurs, 34 sénateurs minimum sur 100. Ils peuvent saisir
le Conseil constitutionnel. Et à partir de ce moment-là, le sujet peut être abordé, même si ça n'enlève pas le fait que le Conseil constitutionnel puisse dire qu'on est incompétent en la matière et vous orientez vers le tribunal administratif. Oui, maître. Oui, mais Jean-Jacques, je vous dis que le Conseil constitutionnel est en train de se contredire. Pourquoi aborder la question de fond si effectivement la personne qui n'a pas qualité. N'a pas qualité. C'est un commentaire. Peut-être que c'est aussi article. Quel commentaire? Quel commentaire? Parce que le Conseil constitutionnel dit que la Constitution reconnaît quand même les partis politiques participent à la vie politique du pays, à la démocratie. C'est bien écrit. À l'expression des suffrages. À l'expression des suffrages. C'est bien écrit à la Constitution. Oui. Et c'est ça qui permet, qui donne même le pouvoir même à ces élus qui sont mandaté pour saisir ce conseil d'avoir qualité. Alors si l'un des acteurs politiques le fait, le Conseil constitutionnel en tant que gardien de la Constitution du Cameroun doit se saisir. On a toujours vu ces jurisprudences. Le Cameroun, c'est un droit d'emprunt. Hans Belono, vous dites que le juriste a totalement raison. Je ne sais pas de quel juriste il s'agit. On n'a pas modifié les tests pour le moment. Pour le moment, on connaît qui est compétent autour de moi. Allez, Hans est en train d'écrire. Je rappelle que nous ouvrons maintenant la ligne. Vous pouvez appeler en direct pour intervenir. Le Conseil constitutionnel. C'est le parti politique MRC qui a saisi qui n'a pas qualité. Voilà le problème. Les députés du MRC, si et seulement s'ils en ont, il n'y en a pas. Qui devraient le Conseil constitutionnel, non le parti politique. Ça veut dire que même Eric ouvre davantage. Eric pense qu'on ne devrait même pas cantonner la question aux députés ou pas du MRC, mais que tout député devrait quand même se saisir d'une question. Parce que dans le fond, il y a quand même l'alimentation. Voilà tout le problème. Par contre, s'il avait les députés, les députés auraient dû saisir le Conseil constitutionnel. Bien parce que la loi est dit comme ça. Le tiers des députés. Ce qui est même impossible parce qu'ils n'ont pas le quota à l'Assemblée nationale. Ils auraient pu même avoir ce tiers si ils avaient participé, au moins participé. Non, mais c'est une fausse ruse. On s'ajoute que le Conseil constitutionnel ne s'auto-saisit pas. Il y a des personnalités restreintes qui ont la prérogative de saisir le Conseil constitutionnel. J'ai cité justement ces personnalités tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel est lié par son règlement intérieur, donc il ne s'auto-saisit pas, selon Melono qui envoie ce message. Politique. Mais il y a une question de fond quand même, on ne peut pas se limiter à dire diversion politique. Vous-même, vous êtes d'accord que le sujet mérite d'être posé sur la table. Jean-Jacques, le sujet mérite pourquoi vous refusez au MRC d'aborder la question? Le peuple camerounais. Pourtant, vous êtes d'accord pour le fond. C'est pas pour des distractions. C'est parce que vous avez le MRC que vous trouvez que c'est une diversion. Le MRC distrait le peuple. Jean-Jacques, encore même le sujet mérite d'être abordé. L'Assemblée nationale qui est compétente pour revoir des lois, ce sont même ces députés qui ont accepté. Voilà. Donc, ils ont modifié la loi de façon réglementaire. Cette autorisation. Rien n'a été une loi ou un projet de loi. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Est-ce que la loi a été réglementée? Oui, d'accord. Mais la question, les députés qui peuvent prolonger leur mandat. La question de fond nous amène à notre thématique sur la représentation. Et c'est ce qu'ils ont fait. La question de fond est le malaise que certains, peut-être ne s'expriment pas, expriment relativement à ces prorogations qui ne s'arrêtent pas et à cette loi qui cesse curieusement, selon M. Bala, d'être non rétroactive, et qu'il observe que, curieusement, il y a des lois qui sont rétroactives dans notre pays. Et là, il y a donc une question de fond qu'on doit poser. Voilà. Les lois sont évolutives. Non, la loi dispose pour l'avenir. Oui, elles sont évolutives. C'est pour ça qu'on a des... On ne modifie pas les lois. On reviendra sur la question, c'est très important. Dans le fond de cette affaire, au-delà de la démarche du MRC, la question de fond. Monsieur, représentation, forte demande et pas de place pour tout le monde. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui par le fait que les gens commencent à être nombreux à demander, le Vouri par exemple, un nombre de députés, si tout le monde veut quelque chose, est-ce qu'il ne faut pas penser à augmenter le nombre de places dans le Parlement camerounais? Mohamed Ali. Monsieur Jean-Jacques Zé, je pense que... Tout en précisant que la ligne est ouverte et on peut appeler en direct. Allons-y. Je pense que les réformes en cours et les réformes annoncées par le président de la République, le président Paul Biya, nous orientent et nous mènent vers une redistribution des cartes en termes de places
et même de quotas de représentativité dans nos champs. Parce que si par exemple on éclate les départements, forcément on en refera un redécoupage pour les députés. On ne peut pas créer un département et dire que ce département ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale par exemple. Mais maintenant je voudrais également dire que quelque part ce n'est pas un problème de représentativité. C'est qu'il y a ceux qui veulent tout. Vous avez les politiciens qui n'ont que pour seule ambition d'être députés, maires. Or, faire de la politique, c'est accompagner la gestion de la cité. C'est être un acteur de développement. On peut être un acteur de développement sans pour autant vouloir être au premier plan. Parce que c'est ça le problème. J'avais dit cela ici sur votre plateau, c'est que quand vous entendez les gens discuter sur les élections à venir, ça veut dire qu'ils veulent être tête de liste. Ils veulent se mettre tête de liste. Vous gardez la main, on essaye de prendre quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Je suis monsieur Gagnon, j'appelle de Douala. Je voudrais donner un petit avis, oui. Oui, on va essayer d'ajuster le volume en studio pour qu'on vous écoute dans des meilleures conditions. Je donne un petit avis par rapport à la requête du MRC. Le MRC sait déjà d'avance que la requête ne sera irrecevable par le Conseil constitutionnel. Mais c'est un message à envoyer à ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Que ce que vous êtes en train de laisser passer maintenant, vous aurez des réponses à donner aux Camerounais demain. Terminé. Merci. Okay. D'accord. Donc le plus important n'est pas forcément d'avoir gain de cause devant le Conseil constitutionnel, mais attirer l'attention de ceux qui sont là, ce qui peut justifier la démarche du MRC, dit ce Camerounais depuis Douala. Allons-y. C'est une dénonciation. Alors, Jean-Jacques, je suis en train d'expliquer le fait que l'ancien redécoupage pose un problème parce qu'aujourd'hui, vous avez les villes qui ont émergé. Moi, je prends le cas de Bertois. Aujourd'hui, Bertois est une très grande ville, mais auparavant, vous allez voir tout un grand département comme celui du Lom et d'Irem qui compte 8 arrondissements, n'a que 3 députés. Et donc, vous comprenez qu'on puisse observer une certaine pression lorsqu'une élection est annoncée. C'est le cas également des grands départements tels que le Vouri ou encore le Fundi. Donc, c'est ce jeu-là qui fait en sorte qu'on puisse comprendre qu'il y a beaucoup de pression. Mais moi, je voudrais dire, dans la politique, il faut pouvoir être patient. Il faut pouvoir... Là, c'est parce que vous êtes en train de personnaliser le débat. Si vous demandez d'être patient, c'est que vous pensez à des individus de façon précise. Mais aujourd'hui, vous-même parlez des villes qui sont croissantes. Le mouvement migratoire qui a créé même de nouvelles cités, comme Manjou, par exemple. Ouais. Est-ce que ça n'appelle pas à ce qu'on revoie la représentation? J'ai commencé par vous dire que Jean-Jacques Zé, nous sommes déjà dans le tunnel pour aboutir à une redistribution des cartes. Elle est inévitable. Aujourd'hui, lorsque vous voyez certains arrondissements, ils ne méritent plus, par exemple, 25 conseillers. Ouais. Et lorsqu'on va changer le nombre de conseillers dans les communes, vous comprenez qu'il faut également penser à redistribuer les cartes. On avait vu circuler il y a quelques mois une lettre qui annonçait le nouveau découpage administratif. La lettre a disparu. Non, elle n'a pas disparu parce qu'on est dans un processus. Il faut d'abord le recensement. Le recensement va nous permettre d'être fixés sur les réalités du terrain. On prend Massok Thomas, bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce qu'il est avec nous, Massok Thomas? Allô, bonsoir. Oui, allô, on t'écoute. Alors, il est peut-être un peu distrait. Faut-il augmenter aujourd'hui le nombre de chaises à l'Assemblée nationale, par exemple, Foyette? C'est un scandale que vous me posez là. Un scandale. On est dans un pays où il nous manque la lumière. Vous avez une solution pour avoir la lumière. Il nous manque l'eau. On viole les enfants. On brûle des jeunes. Et vous me demandez, est-ce qu'il faut augmenter les députés? Est-ce que ça doit arrêter? Et c'est là où je vais en venir. Oui. Monsieur Jean-Jacques, à quoi nous servent les députés? Nous, au sein du MP3, nous à légiférer. Non. Est-ce qu'il légifère? Moi, je vais enlever oui, il légifère. J'ai écouté mon jeune frère et ami d'à côté, encore que je me sens mal à l'aise d'être assis à côté d'eux, en train de dire un certain nombre de choses qui étaient difficiles à changer de place. Non, bon. Je souffre pour la cohésion nationale. Je vais vous dire, le vivre ensemble politique. En passant, il y a quand même des choses qui sont assez scandaleuses. Est-ce que vous savez que avec le salaire d'un député au Cameroun, oui. Vous pouvez payer... C'est combien?
c'est 800 000. Non, permettez-moi. C'est important que je donne quelques détails. Non, mais je vais vous donner les détails ici, monsieur Jean-José me donne quelques secondes. C'est 850 000 d'indemnités fixes, c'est 1 200 000 de primes de session, c'est 10 millions de frais de mandat chaque fois qu'on convoque une session. Donc, j'invite tous ceux qui écoutent très bien à comprendre l'intérêt qu'il y a. 50 millions, selon ce qu'on occupe. En passant, non, il y a des, je veux préciser, je parle des députés qui ne sont pas dans les chambres. Parce que quand vous avez encore dans les bureaux, merci. Quand vous avez encore accès à des bureaux, vous avez encore plus d'avantages. Je préfère parler du basique. Vous avez 800 000 francs de crédit auto. 8 millions pardon, de crédit auto. Donc chaque année, vous pouvez vous acheter une nouvelle voiture. Je continue. Vous avez 10 millions de dotation véhicule. Je ne comprends pas ça. Je veux dire que chaque année encore, en plus des 8 millions de crédit auto, on vous donne 10 millions pour une dotation auto. Votre parti est quand même un peu spécial. Je continue. Est-ce que c'est le parti qui décide? Allez-y. Vous avez un logement gratuit à l'hôtel des députés. Ça, au moins, c'est un minimum qui coûte à peu près 500 000 francs à l'État chaque mois. Vous avez des frais de voyage de 300 000 francs par mois. C'est-à-dire, si vous êtes même député du Fundi, vous percevez les mêmes 300 000 francs pour quitter des Toudji, pour l'Assemblée nationale ou pour vos Si tu veux un petit install à l'hôtel des députés. Si tu veux un petit install à l'hôtel des députés, tu as la clé. Mais tu as quand même les 300 000 francs chaque mois pour aller à l'Assemblée. Continuons. Vous avez des frais de 400 000 francs pour votre secrétaire et autres assistances. Vous avez des frais à ne pas finir. Vous vous retrouvez à 35 millions de francs CFA. Barème par an pour un député. Ça fait 70 enseignants que vous pouvez payer à 500 000 francs. Je ne sais pas si vous, les gens, comprennent ce que ça veut dire. Ça fait 43 hôpitaux ruraux que vous pouvez faire. Ça fait 32 écoles que vous pouvez créer dans les divers endroits et les équiper totalement. C'est scandaleux. D'accord, vous gardez la main. Permettez-moi de gardez la main. Parce que je peux me blesser. Non, ne vous blessez pas. On prend quelqu'un au téléphone rapidement. Comme ça, on met d'abord un dispositif pour que vous ne vous blessiez pas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est évident depuis Ebolova. Depuis Ebolova. Voilà. Bon, tout à l'heure, vous parliez... Vous baissez le volume au niveau de la région, on a le retour ici, allons-y. Oui, tout à l'heure, vous parliez du fait que le MRC ait porté plainte au niveau du Conseil constitutionnel ici, il ne me semble pas. Alors, vous nous ramenez sur la question du Conseil constitutionnel. Je pense qu'on a avancé dans le débat. On est maintenant sur la question de la représentation et il faut être avec justement peur de se blesser et il a failli. Oui, je dis que c'est 3,5 millions de francs CFA qu'on dépense par député, par mois, pour aller acclamer 3 fois par an des lois qui n'ont jamais pris la peine de contester ou de s'opposer, qu'ils n'ont même jamais pris la peine de proposer pour quelques-uns de façon un peu sporadique. Il faut que je rappelle quand même que c'est 25 fois le SMIC camerounais. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce niveau de vie? Mon jeune frère à côté parlait des pays dont il voulait citer. Il faut que je le ramène un peu dans un périmètre plus simple. On a des députés au Ghana, on a des députés au Sénégal. Ils touchent 4 fois moins que ceux du Cameroun. Allez-y savoir s'ils sont efficaces, s'ils proposent des lois, s'ils contrôlent l'action gouvernementale. Tout à l'heure, nous parlons du ministre, que je ne veux pas citer son nom parce que ce n'est pas intéressant. Restons sur le sujet. Non, je suis sur le sujet. Qui a déplacé la date de la FENASCO? En réalité, le vrai scandale, c'est que l'avion n'a pas pu être disponible. Donc, on a reporté le vol. C'est un problème de gestion. Qui contrôle cette action gouvernementale? Quel est le député ou le groupe de députés qui ont dit, bon, à un moment donné, le chef de l'État a dit santé pour tous, en 2000. Où en est-on? L'école primaire gratuite, où en est-on? Qu'on examine, qu'on interroge, qu'on fasse des enquêtes parlementaires. On est dans une pays où les gens oublient la population. D'accord, Eric, je suis d'accord avec vous, mais sauf que la question aujourd'hui, on ne va pas l'ignorer, c'est que les gens veulent accéder à la représentation. Est-ce qu'il en faut plus pour arriver à la représentation? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Comment vous appelle? Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Comment on vous appelle? Oui, bonsoir. Oui, vous êtes déjà en direct. Allô? Allez-y, monsieur, on vous écoute. Allez-y, vous êtes déjà en direct. Bonsoir, monsieur Jean. Bonsoir, le panel. Oui, bonsoir. Je m'appelle président national ANPC, monsieur Amadou Aminou. Amadou Aminou, président national ANPC, allez-y. Oui, moi je dis à mon frère de militant, oui, je dis à mon frère de militant de MRC, ça c'est son point de vue.
Quel est le vôtre alors? Quel est votre point de vue? Oui, pour le découpage, nous on a sollicité l'arrondissement depuis, on a fait même les débats même avec vous, M. Jean-Jacques. Si aujourd'hui, par exemple, moi je suis de Marapréné, Miskina, 40 000 habitants, donc vous pensez qu'on n'a pas besoin d'avoir un arrondissement? Il y a d'autres localités qui ont besoin d'avoir un arrondissement. D'accord. Et donc, il est important qu'on fasse tout le découpage et peut-être qu'on redistribue. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Jean-Jacques. Oui, c'est monsieur. Ah là, il est parti. Soumsi, là, sur la question qui est posée aujourd'hui, est-ce qu'il faut plus de représentants pour diminuer un peu les revendications qui sont notées ça et là? Bien, monsieur Jean-Jacques Zé, moi je veux me placer, je suis leader politique. Le rôle principal est l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Le rôle n'est pas les intérêts individuels. Parce que ça, s'il faut parler de redécoupage et de positionnement, cela y va de la volonté individuelle des gens. Moi, je pense que je suis... Est-ce que vous pensez que ça devient individuel lorsqu'il y a des communautés qui estiment aujourd'hui qu'on doit aller là-bas? Je vais répondre. Ça devient individuel? Je vais répondre à votre question. Oui. Je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Vous comprenez? On peut être d'Union Ekele et avoir un seul député. Quel est le rôle du député? Dans la circonscription où il est voté, il doit porter les besoins et les attentes de ces populations pour amener auprès de l'exécutif pendant l'examen du budget. Et les décisions qui doivent être prises doivent répondre aux attentes des populations et non aux attentes des individus. Un député qui a 30 millions, 35 millions l'an, donc le bénévole qui est dans une localité, qui est payé par les populations de cette localité, qui vivent de la chasse et de la cueillette. Président, le médecin qui soigne ces gens. Qui vivent de la chasse et de la cueillette. Entre-temps, un seul individu, à lui seul, a 35 millions de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas dénaturer le débat? C'est même ça le débat. Monsieur Jean-Jacques Zé. Le débat est celui de la représentation. Le débat est celui de la représentation par rapport à la... Moi, j'ai réduit les députés. S'il vous plaît. Par rapport à l'augmentation de la population. Le nombre de députés que nous avons date de quand? Une population qui est croissante. S'il vous plaît, on va être technique. Il y a une population qui est croissante. Il y a des communautés qui hier ne représentaient pas beaucoup, mais qui ont grandi aujourd'hui. Moi, j'ai encore écouté le représentant des Bororo à Bertois, parce que qui sont devenus une communauté sérieuse. Il y a 1001 cas de cette nature. Est-ce que ramener à ce qu'un député gagne ne dénature pas le débat? Non, ça ne dénature pas le débat. Je vais poursuivre. Parce que vous parlez de la représentativité. Oui, la représentation. Ceux qui sont là ne les représentent pas. Je vais donc vous dire que le problème ici, où le monde évolue, les choses changent. Voilà. Hier, nous étions 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 20 millions, par exemple. Sans tenir compte de ce jeu de recensement où les acteurs sur le terrain ne sont pas pris en charge. Et puis, on attend les résultats de ce recensement-là, alors que les acteurs qui ont la responsabilité de nous fournir les informations dont on attend pour faire le redécoupage administratif ne sont pas pris en charge. Non pas les téléphones, non pas les frais de transport. Déjà, il faut voir ça. Je ne suis pas leur porte-parole, mais je suis leader politique. Les gens viennent vers moi et se plaignent. Maintenant, pour ce que nous parlons, je reviens sur le sujet. Ce n'est pas un problème. Parce que je suis de l'arrondissement de Ngorma-Poubi, que forcément, il faut qu'il y ait un député en Ngorma-Poubi. Non. S'il y a un député dans l'Union Ekele qui peut sillonner tout l'Union Ekele et que l'Union Ekele a ce dont la population a besoin pour l'amélioration des conditions de vie. Ici, j'ai parlé de l'amélioration du réseau routier. D'accord. On prend au téléphone, vous gardez la main. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir Jean-Jacques. Desamo Civil à Kété, Est Cameroun. Allons-y, on vous écoute. Ok, je voudrais dire aux panélistes qui sont là que ajouter encore... Oui, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Oui, je voudrais qu'on ne donne plus assez de sièges aux gens. Pourquoi? Parce que aujourd'hui au Cameroun, on se rend compte que tous ces députés nous passent tout le temps à prendre beaucoup d'argent.
Ça ne sert à rien. D'accord. Il est sur les questions de gains qui gagnent beaucoup et ne servent à rien. Voilà. J'étais donc en train de dire ceci. Tout le monde ne peut pas faire tout. Tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde. Vous comprenez, M. Jean-Jacques Zé? Donc tout le monde ne peut pas être représenté. Toute la localité ne peut pas être représentée. Je vous ai dit une fois ici, quand on parlait du poste de vice-président, dont certains de nos compatriotes pensaient que... Mais tout le monde doit être représenté. Tout le monde ici doit être représenté. C'est la localité qui est représentée. On a 255 ennemis. Oui. Allez-y, faites 255 députés. On a 360 communes. Il y a des modèles. Il y a peut-être des modèles. Mettez 365 députés. Par exemple, ça n'a pas de sens. Diminuer les actions pertinentes aux députés. C'est Silas qui a la parole. Tout le monde ne peut pas être représenté. Tout le monde doit être représenté. Tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, toutes les localités, c'est ça la question, pas l'individu. Toutes les localités doivent être représentées. La localité, c'est quoi? Ça veut dire que je suis du département, par exemple, de la Sanaga-Maritime. Oui. La Sanaga-Maritime a peut-être 4 arrondissements. C'est une localité. C'est un département. Le département de la Sanaga-Maritime doit être représenté peut-être par le directeur de la SNH. Non, pas le représentant voté. Pas le représentant voté. Pas le député de la Sanaga-Maritime qui est voté par le représentant de la Sanaga-Maritime qui attendent de lui les résultats. Masok Thomas, bonsoir. 1 million qu'il reçoit, il met ça au service des populations. 35, d'accord. 5 millions. Masok Thomas, on vous écoute. Bonsoir. Est-ce qu'il est là, Masok Thomas? Il a un problème de retour? Pourtant, il est connecté. Allô? Pour préciser qu'il n'y a pas de représentant il faut... Allô? Justement, allô? Bonsoir, Jean-Jacques. Oui. Allô? Il faut suivre par le téléphone et non par la télé, Masok Thomas. Écoutez par votre téléphone et non par le téléviseur. Baissez le volume du téléviseur et vous bonsoir, Jean-Jacques. Conditions. Allons-y. Je n'oublie pas ton illustre panel. On vous écoute, allez-y. Oui. Je suis à l'antenne. Vous êtes en direct, Masok Thomas. Écoutez par le téléphone et non par le téléviseur. Écoutez directement. Vous avez ma voix dans votre téléphone et puis vous réagissez. Allez-y. D'accord. Ce que je voudrais dire concernant la thématique, le peuple devait activement participer aux jeux politiques. Oui. Participer avec la même ferveur que les acteurs politiques aux jeux de la représentativité démocratique. Oui. Le pouvoir exécutif, quant à lui, devrait, malgré sa volonté de conserver le pouvoir, respecter le principe de transparence et le verdict réel des urnes pour une bonne marche de la nation. Bonne émission. Merci beaucoup. Il avait son point de vue et ses arguments là-dessus. On arrive à mettre on arrive à mettre en 15 secondes. Oui. Par contre, on peut avoir les représentants des collectivités territoriales décentralisées, par exemple les maires, qui vivent de ce qu'ils produisent. Par exemple, dans une commune, il y a les taxes, on prélève ici, on prélève ça. Même ça, on l'a retiré, mon frère. Dans certaines communes, il y a les carrières. On peut dire, moi quand j'étais jeune, il y a des soucis d'exploitation forestière qui arrivaient et construisaient les salles de classe à la demande des chefs du village et construisaient les stades à la demande des chefs du village. Voilà ce dont on ne peut pas s'en passer d'eux. Mais un député qui a 35 millions de francs CFA, que quand il arrive même dans certaines de ces localités, il lève les vitres, il ne veut voir personne. Il a le gendarme derrière lui. Ça veut dire qu'il y a déjà une rupture entre lui et la population. Une fois on va voir le gendarme, directement la peur va s'installer. Alors le député n'a pas droit au gendarme? Non, on n'a même pas droit à autant de... On a 58, on devait avoir 58 députés, c'est tout. Donc un par département. Oui, un par département. D'accord, c'est votre point de vue. Le modèle ivoirien a 255 députés, donc un par circonscription. Oui. Je veux peut-être demander à Amara qui nous écoute d'Abidjan, qui nous précise un peu de quoi il s'agit lorsqu'on parle de circonscription du côté de la Côte d'Ivoire qui a 255. Allons-y. Je ne savais même pas que la Côte d'Ivoire avait... Allez-y, c'est respectez ça. Jean-Jacques, je crois que ça c'est un sujet qui
tourne autour de la démocratie, comme le président Teddy a toujours l'habitude de dire. Vous le dites parce que vous êtes de l'opposition ou bien vous êtes sur la thématique? La thématique nous parle de représentation. Oui. Ça veut dire que des gens revendiquent, les gens ne sont pas satisfaits par le nombre de députés qu'on a actuellement. 35 millions à partager. Ils ne sont pas satisfaits de ce que ces députés sont en train de gagner. Pourquoi est-ce qu'on amène ça à ce qu'ils gagnent? Je voudrais qu'on soit sur une question institutionnelle. Je vous rappelle que la question est posée parce qu'un pays évolue avec son temps. Il y a plus de population, il y a plus de demandes. Voilà, c'est ça la question. Ce sont des revendications. Ce sont des revendications liées aux crispations identitaires. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, vous avez des gens au pouvoir qui, à un moment donné, multiplient ce qu'on appelle les appels. Ils appellent souvent ça que le président se représente. Les appels du peuple. Les appels du peuple. Maintenant, donc, ils ont donné ce que le président a eu. Le président avait besoin, il faut une compensation. Oh, vous avez dit tout à l'heure que... Vous avez dit tout à l'heure que... le parti au pouvoir. Ce sont les gens du parti au pouvoir qui créent les CNU. Ce sont les gens du parti au pouvoir qui créent les CNU. On a les faits, c'est les faits qui parlent. Oui, mais ce sont les gens du parti au pouvoir porté cette revendication. Qui ont infiltré une soi-disant opposition et des meutes tribalistes. Non, c'est pas du tribalisme. Parce que c'est pas du tribalisme. Nous savons comment ce débat a été, comment ce débat est en train de naître. Vous êtes un juriste. Bon, les revendications communautaires. Revendications communautaires. Merci. Okay, merci beaucoup. Nous savons comment ce débat de revendications communautaires est en train de défrayer la chronique et l'actualité dans les radios et télévisions de nos jours. Le problème n'est pas le chiffre. Le problème, c'est que chacun dit que ce gâteau national, je ne peux pas accepter que ça m'échappe parce que ce que je mouille comme maillot, ceux qui sont actuellement comme élites, n'ont rien foutu. Et on sait que même les 53% que le président de la République a eu, qu'on nous a fait croire, a été en partie par ceux qui sont en train de revendiquer. Et ils disent que le soutien du président de la République. Et ils disent que l'année du G20. Ils disent c'est la scène du G20. Ces derniers soutien absolu au président Paul Biya Silas. Vous n'allez pas revenir aujourd'hui. D'accord. Allez-y parce qu'on va avancer. Justement, nous ne savons pas la même définition. Aujourd'hui, ils sont en train de postuler que c'est leur tour. Il faut qu'on leur donne quelque chose. Actuellement, tout est verrouillé. Alors, est-ce que augmenter le nombre de députés suffit à calmer cette pression sociale? Est-ce que augmenter le nombre de circonscriptions va permettre à ce que tout le monde soit satisfait? Si déjà ces représentants ne savent même pas quel est leur rôle, nous allons encore tomber sur le débat nous allons tomber sur le débat du train de vie de l'État. D'accord, Eugène, sur la question, le débat est ouvert, il n'est pas fermé. Une tendance souhaiterait quand même qu'avec la population croissante, la demande communautaire croissante, parce que des communautés d'hier qui n'étaient peut-être même pas visibles, sont très visibles et massivement représentées aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un débat intéressant que de penser peut-être à revoir le nombre de chaises? Jean-Jacques, pour moi, c'est un débat légitime. Et je suis étonné que nos amis de l'opposition tentent de le ramener sur des questions budgétaires. Oui. Une chose est de reconnaître que les députés peuvent gagner trop par rapport à ce qu'on attend d'eux. Oui. Mais ce qu'ils oublient, c'est que lorsqu'on considère justement la charge que les députés ont, ce montant s'avère insuffisant. Parce que moi, pour prendre l'exemple qui est précis, qu'ils aillent le député de moi, dans mon département du Mbamekim, avec 5 arrondissements, on a cessé de compter sur le député parce qu'on estime que à lui seul, il ne peut pas supporter
les besoins de 5 arrondissements. Donc lorsqu'on parle de, il a 10 millions, dans un même village, 3 ponts se cassent au même moment. Ce n'est pas écoutez, c'est vous qui dites qu'il gagne trop. Voilà. Oh, moi je vous fais comprendre que dans mon cas, on est arrivé à penser que il faut cesser d'en vouloir aux députés parce que 5 arrondissements pour lui seul, c'est un peu trop. Nous pensons que si c'était au moins 2 ou 3, la charge serait supportable. Mais quelle charge? Mais là, on parle du député. Vous n'avez traité. Vous savez que c'est. Quand vous parlez de département, que c'est dans ce pays de s'il vous plaît, je veux qu'on s'arrête. Non, silence. Il n'y en a plus. C'est donc sur les que vous comptez comme les 10 millions que ces députés, quand ils sont devant les populations, face aux députés, on ne veut pas savoir d'où vient l'argent. On sait régler les problèmes. Il y a eu la rentrée scolaire, on vient le voir pour les besoins de santé. Il y a eu les ponts cassés et des toitures arrachées. Et pour un député, 5 arrondissements, c'est énorme. Donc, il est une chose de dire qu'il faut revoir le train de vie, mais une autre chose de reconnaître que le découpage territorial, ou alors le nombre des élus, est une stratégie de maillage territorial qui permet de mieux adresser les questions qui permettent de se développer. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui est seul en zone de qualité de plus de 20 000 km² va parvenir à maîtriser le terrain au point de mieux porter les doléances. Je pense de mon point de vue, c'est pas le pense de... Ne restons pas sur le plan l'ivresse. Ce n'est pas le rôle du député. Alors on voit ça comment c'est pas sur le terrain. Le député, je vous cite le livre, c'est pas trop, le député de Brousse. Quand un député se lève le matin, il y a voter les lois. Vous voyez que dans la vie pratique, le député, c'est celui qui vote les lois, ça c'est au niveau de Yaoundé. Mais allez les voir dans leur environnement. C'est des gens qui sont interpellés au quotidien par les problèmes de développement. Et je pense, pour ma part, que moi je milite pour que d'ailleurs, c'est le sens de la réponse apportée par la démarche du MINAT qui a pensé qu'il faut redécouper parce qu'effectivement, ça permettra de mieux mailler le territoire, ça permettra d'augmenter cette représentation parce que s'il est évident que nous voulons nous développer, il faut comprendre que c'est avec des hommes, c'est avec des institutions. Et la représentation contribue au développement parce que mieux les problèmes sont posés, mieux on peut apporter des solutions. Il ne faut donc pas ramener la question de la représentation aux questions budgétaires. Et même ce plateau, par le passé, a abrité des débats qui, sur la question, ont soulevé d'autres problèmes. Vous voyez seulement la charge financière. Les autres aussi veulent avoir accès à la parole. Il y a des communautés qui estiment qu'elles n'ont pas leur mot à dire dans la marche de la République. Et ça devrait interpeller un acteur politique. Les gens estiment qu'aujourd'hui, il est bon qu'on entende toutes les voix et c'est normal. Nous sommes dans une démocratie. Quand on est dans un département, 5 arrondissements, et que pendant 40 ans, le député sort du même arrondissement. Vous croyez que c'est une chose qui met la faute à la dans les questions de terrain. Au-delà des questions budgétaires, le redécoupage est une réponse à une meilleure gouvernance de notre pays. D'accord. Mohamed Ali, sur la question, faut-il revoir le nombre de députés pour une meilleure représentativité? Bien sûr, Jean-Jacques, vous posez la question à la bonne personne. C'est pour cela qu'on vous a invité. C'est pour cela qu'on vous a invité. Moi, je suis un jeune Bororo. Et vous voulez représenter les Bororo? J'ai toujours vu Soum Silas à l'Assemblée nationale. C'est un exemple. Mais aujourd'hui, si on fait un député par arrondissement, vous pensez que, par exemple, dans l'arrondissement de Manjou, où nous avons une forte communauté, nous aussi, nous pouvons aspirer. Mais lorsque le jeu s'élève au niveau départemental, mon voisin de gauche a parlé de 5 arrondissements pour un député, vous comprenez que le jeu devient plus difficile et l'Ombororo et le Pygmée vont se retrouver toujours en difficulté pour accéder à ces fonctions. Nous, on vient de rencontrer la science. Monsieur Soum Silas, quand vous parlez de territoire, moi j'ai l'impression que vous avez la vue du Fundi, du Nyon et Fumo, du littoral. Il y a des arrondissements, départements à l'est du Cameroun.
quand on vous parle de l'arrondissement de Garoua-Boulaye, Bétaréoya, l'arrondissement de Belabo est limitrophe au moins à 2 régions. Vous imaginez lorsqu'on vous dit qu'un arrondissement qui n'est pas occupé. Pas qui n'est pas occupé, ça c'est le recensement, parce que moi je suis étudiant en journalisme, chez nous on parle des faits. C'est-à-dire tant que vous n'avez pas les chiffres, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas les faits, il n'y a pas la population. La construction du barrage hydroélectrique de Lompanka a amené plein de populations pour vivre de la pêche grâce à ce barrage de retenue. Donc toutes ces populations-là méritent d'être représentées. Et pour nous les Bororo... Et même encadrées. Et même encadrées. Et pour nous les Bororo, je vais vous dire, M. Soumsilas, nous avons besoin que le président Paul Biya, qui écoute toujours les populations, élargisse... Ça c'est nouveau ça. Et essaye d'élargir... Le nombre d'élus. Et moi, je vais vous dire, parce que moi, j'aime bien observer, M. Jean-Jacques Zé, quand vous allez à l'Assemblée nationale, quand on met 180 députés dans l'hémicycle, vous avez l'impression que l'hémicycle est vide. Et moi, j'ai l'impression que le président Kavaï, de regretter, mais moi, avait vu loin dans le projet, en estimant que les Camerounais, avec la population grandissante, avec la population grandissante, va passer à plus de 180. On est à 180 députés aujourd'hui, voilà. Ce qui fait un ratio de 1 député pour 161 000 habitants. Ça date de longtemps. Longtemps. Autant vous demandez que la Constitution, les lois évoluent, autant sur le plan de la représentativité, il faudrait que ça évolue. Je vais même aller plus loin. Il ne faut pas faire de la politique politicienne. Moi, je vais vous dire, un député, quand il préside une réunion, on connaît dans nos coutumes comment se termine la réunion. C'est vous-même encore, ceux qui sont de l'autre côté, qui estimaient que les députés ne font pas de compte rendu parlementaire. Vous pensez que dans le contexte camerounais, une réunion de compte rendu parlementaire, elle se fait de bouche à oreille, même si vous inaugurez le forage, vous êtes député, vous donnez à manger et à boire. C'est la coutume. Et la politique ne doit pas être quelque chose qu'on fait dans les textes, dans les principes. On n'est pas en France, on est au Cameroun. Moi, je vous dis, quand vous êtes maire ou député dans une localité au Cameroun, parfois tous ces frais que vous avez passé le temps à citer se résument à l'entretien. Quelqu'un meurt, vous n'êtes pas morgué, mais on vient vous signaler que monsieur le député, l'oncle du neveu de tel est décédé. Il faut le cercueil. Vous pensez que le député, moi j'ai même parfois... Il y a les députés aujourd'hui, on se plaint qu'ils ne sont jamais arrivés à certains arrondissements. Lorsqu'on a 4 ou 5 arrondissements à gérer, c'est un peu compliqué. Et on a 3 mois de session par an. Ça veut dire qu'il vous en reste 9. Si on enlève 1 mois de congé, parce que tout être humain, après tout ce que nous racontons là, a besoin de repos. On a fait le tour. Les 8 autres mois, vous êtes en difficulté sur le terrain. On a fait le tour. On a besoin, Jean-Jacques Zé, je le martèle encore, pour nous les populations minoritaires et les premiers autochtones du Cameroun, c'est-à-dire les Bororo et les Pygmées, nous avons besoin de ce redécoupage pour nous permettre également de nous émanciper. Parce que si vous dites... Et ça ne réclame pas... Alors, d'accord. Sur cela, s'il vous plaît, non, c'est pas un scandale. C'est une réalité. C'est une réalité. On ne fait pas dans l'hypocrisie. On ne fait pas dans l'hypocrisie. Alors, on prend 1 ou 2 appelants et puis on revient à vous. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, M. Jean-Jacques et à votre plateau. Oui, on vous écoute, monsieur. Moi, je pense qu'au niveau de la représentation, ce n'est pas tout à fait légitime d'ajouter des députés parce que ceux qui sont là sont des grands rhéteurs. Ils font des discours rhétoriques, ils embrouillent la population, mais ils ne font rien en réalité. Ajouter des députés sera encore... Qu'est-ce que vous attendez du député et que vous estimez qu'il ne fait pas? Le député doit être près de la population, en principe. Près de la population, il doit prendre des lois. Il doit chercher à aborder des lois qui font du bien à la population. Donc, le député, s'il faut encore ajouter les députés, ce sera ajouter un budget, ajouter des voitures, ajouter plusieurs autres choses. Donc, avec le peu qu'on a, si on n'arrive pas à faire de grandes choses, combien de fois si on ajoute encore des gens qui vont venir avec une mentalité rétrograde, ce sera encore
augmenter le budget de l'État. D'accord, d'accord, merci. On va prendre quelqu'un d'autre au téléphone. Je lis un ou deux messages. Bonsoir à tout le panel. Je pense qu'il faut plutôt améliorer la qualité de nos députés et non la quantité, car en l'état actuel des choses, nos députés sont inutiles. Ce Parlement doit être dissous, car il ne défend pas l'intérêt des populations, mais plutôt le privilège. Je rappelle que l'honorable Joshua aussi vient d'introduire 5 propositions de loi. Ils le font. Hein. Peut-être que ce n'est pas toujours jugé recevable par J'ai augmenté le nombre de députés. Pourquoi faire? Je pense qu'il faut plutôt rééquilibrer la représentation. Par exemple, dans les villes cosmopolites, un député d'une autre région et le reste des députés originaires de la région concernée. La question reste toujours posée. Si on va à cet équilibre-là, c'est sur quelle base? Soumsilas, allons-y. Oui, d'abord, je vais rappeler aux gens ici à quoi sert le budget de l'État. Parce que les gens confondent les initiatives personnelles et le rôle du député. C'est le budget de l'État qui concrétise les améliorations prioritaires qui impactent sur le social. Merci, oui. Voilà. Donc on ne dira pas que le député ne fait rien. Non. Ah, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. D'où les comptes rendus parlementaires. Voilà. Il faut rendre compte des initiatives que vous avez faites. Donc, je vais poursuivre. Non, pas des initiatives qu'on a faites. Des projets de loi. Le compte rendu parlementaire est relatif aux activités parlementaires. On comprend que le compte rendu est relatif aux activités du Parlement. Je parle des initiatives proprement individuelles. Le budget de l'État est là pour concrétiser ce qui impacte sur le social, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Maintenant, le député étant le représentant de la population ou du peuple, qu'est-ce que lui il fait? Il amende ce que l'exécutif propose pour l'amélioration de la localité où il est ressortissant. La localité où il est ressortissant. Oui, non, mais d'accord. Ça, ce n'est pas le encore que ce n'est même pas son rôle là-bas. Il est élu de la nation. Non, ne nous amenez pas devrait interpeller le député au nom de la C'est parce que vous avez déjà c'est parce qu'ils ont dit tout à l'heure. Pourtant, ce n'était pas votre discours. Ce n'est pas son discours de député. Une personne à la fois. Une personne à la fois. Le député vote les lois et contrôle l'action gouvernementale. C'est ça l'émission principale. Il est originaire de quel pays maintenant? Maintenant, dans les faits, monsieur le président, vous subissez ça tous les jours. Oui, on subit, on ne dit pas quand vous levez le matin. Initiatives personnelles. Allô, bonsoir. Voilà la base des moyens que vous avez. Oui, bonsoir. Jean-Jacques, bonsoir. Oui. Oui, je voudrais intervenir sur la représentativité au niveau du Parlement. Moi, je pense que c'est une idée introduite par le parti au pouvoir dans le but de donner des chances de garder la majorité au niveau du Parlement. Parce qu'ils savent que nous sommes ancrés dans le territoire national. Ça veut dire qu'ils auront plus de chances d'avoir des députés dans le fond du pays. Parce que je vous dis, ils seront battus à plat de couture. Ils ne peuvent pas gagner les élections. D'accord, on comprend. Ce n'est pas là-bas le débat. Ce n'est pas là-bas le débat. Et je rappelle que le débat n'est pas porté par un parti politique. Le sujet inscrit est la conséquence des débats que nous tenons depuis lundi. On prend une idée qui a émergé et on la met en débat. Donc ce n'est pas le RDPC qui a proposé. Je ne suis même pas sûr qu'ils en parlent. Mais Info TV a l'avantage d'ouvrir le débat. Et on verra ce que ça va donner. Je poursuis. Donc, le député maintenant étant ressortissant d'une circonscription politique, qu'est-ce qu'il fait? On veut construire par exemple le marché dans un arrondissement où ça ne va rien servir. Le député doit dire à l'exécutif non. Il y a le ministre des Travaux publics qui s'occupe des ponts dont vous parlez là. Il va dire non. Que de construire ce marché, il y a un pont qui permet des liaisons entre Yokadouma et Garouaboula, par exemple, qui n'existe plus depuis 10 ans. Est-ce qu'on peut réhabiliter ce pont? Voilà le rôle des députés. Il est porte-parole. Il prend ce que les... Et le conseil régional va servir à quoi? Non, chacun a son rôle, monsieur Jean-Jacques Nzé. Oui. Puisque lui, il est élu de cette population-là. Il représente le peuple. Comme le président. Le député représente le peuple qu'il a élu.
il défend les intérêts du peuple auprès de l'exécutif. D'accord. Et s'il y a donc c'est une pour partie cette de ce raison peuple, qu'il est... Ça, c'est une nouvelle mission que vous lui attribuez. Et c'est une partie de ce peuple qui ne se sent les missions du député représentées. Le député fait les ponts. Sauf si là. Je vous dis que ça, c'est dans ses activités privées. Et non dans ses missions. Et non dans ses missions. Alors, et s'il y a donc, s'il vous plaît, on va avancer. Et s'il y a donc une partie de ce peuple qui est censé être représenté, qui ne se sent pas représenté. Voilà la question. C'est ça notre question. C'est ça notre... On n'a pas compris. On n'a pas compris la question. Celui qui ne le représente pas vote. Fouillez. Monsieur Jean-Jacques, je comprends bien que vous avez un conducteur, vous voulez nous amener quelque part. Malheureusement, je ne suis pas de ceux qui rentrent facilement dans les moules. En Côte d'Ivoire, on est dans la question des députés. Est-ce qu'il faut plus de députés ou moins de députés? Parce qu'il ne faut pas juste poser la question dans le sens qu'il faut forcément, au vu de l'excroissance de la population mondiale. C'est d'abord un élément fondamental. Oui, c'est l'élément de base. C'est l'élément de base. Je suis content de voir même que c'est l'élément de base de la croissance de la population. Ah, ok. C'est un élément fondamental. Côte d'Ivoire, il y a combien de députés? Nous ne sommes pas là. 255. Mais l'exemple de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas... Je pense que j'aurais la parole. Allons-y. Je pense que j'aurai la parole à un moment donné. Eric, s'il vous plaît, permettez à Eric d'y aller. Allons-y, Eric. Gardons, essayons de garder notre cas. Ce pays n'est pas très bien géré, mais il faut aussi éduquer avec du calme. Moi, je suis très content de voir Maître sortir de ses gants. Président, je ne sais pas si tu me permets. Le Sénégal qui a... 165. Voilà, 165 députés. Oui. Mais je vous dis, là où ça va m'intéresser, et que je voulais que Maître comprenne les réalités sociales et les réalités africaines. Au Bénin, on a 109 députés. Vous savez combien touche un député par an au Bénin, Maître? Certainement pas. Il représente... Le problème n'est pas le salaire. Je vais la question du salaire nous dénature le débat. Et là, je vais poser le conducteur. Est-ce qu'il ne fait pas est-ce qu'il faut augmenter? Parce que ces députés qu'on va prendre, M. Jean-Jacques, on va prendre le salaire où? Vous pensez que ça gêne une communauté qui est représentée parce qu'il y a un salaire à les donner? Je vais donner un cas. Parce que l'État a un problème de salaire. Mon voisin est beau. Mon voisin est beau. Les Boro au Cameroun sont originaires de quelle partie? De l'extrême nord. L'extrême nord combien? Non. On passe sur une mauvaise base. Là, on voit sur une mauvaise base. Les Boro sont de l'extrême nord. Il y a plein actuellement dans l'extrême nord. Voilà la question. Attendez, cet élément dénature le débat. Si vous arrivez à Manjou, la communauté la plus présente, c'est les Bororo. Ils sont établis. Ils y sont établis depuis des années. Mais ils se sont déplacés. Mais qui ne s'est pas déplacé? Monsieur Jean-Jacques, lancez-moi sur votre question. On ne peut pas parler de la représentativité des Boro dans un État qui veut se construire démocratiquement. S'ils sont nombreux, mais permettez-moi, vous allez répondre. Vous faites quoi, la protection des minorités? Non. Si les Boro sont... par la Constitution. Monsieur Jean-Jacques, vous êtes déjà dans le débat. Je crois que la prochaine fois, on va vous déplacer le siège. Non, je vous relance. Vous dites que ce n'est pas un débat républicain. Et je vous rappelle que votre République a mis dans la Constitution la protection des minorités. Voilà. Allons-y maintenant. Je pose la question. Donc, quand le MP3 sera au pouvoir, nous, on n'aura pas de députés. On ne va pas se soucier de nous. Non, si c'est ça, nous comprenons. Éric, allons-y. Je pense que serait plus facile. Vous venez de perdre les voix. Il serait plus facile de les voir. Et les auditeurs, les téléspectateurs sont témoins, c'est plus facile de me baïonner que de me donner la parole. Mais je voulais quand même dire ceci, pour être plus sérieux. Lorsque vous êtes représenté dans une zone comme à l'Est, mais gagnez l'élection. Si vous êtes, permettez, si vous êtes populaire, si vous êtes assez nombreux, faites du lobbying pour pouvoir avoir une tête de liste à l'élection législative et gagner l'élection. Je ne vois pas le débat en lui-même. Parce que, je vous dis, monsieur Jean-Jacques, le plus important, c'est la nation. C'est de bâtir une république exemplaire. Nation parle de quoi? Mais permettez, monsieur Jean-Jacques, il y a des éléments qui entrent à l'intérieur. Je permets, mais... Les éléments qui entrent à l'intérieur ne sont pas exclusifs, ils sont inclusifs. C'est-à-dire que si au Cameroun, on avait un problème de minorité qui n'existe pas à l'Assemblée, il n'y a pas une tribu que vous ne retrouvez pas à l'Assemblée. Il y en a. Laquelle? Il y en a. Laquelle? Laquelle? Mais vous savez que non, vraiment, ne posez pas cette question. Je vais aller plus loin, monsieur Jean-Jacques. Pendant que vous prenez votre exemple, est-ce que vous savez que la MIF n'a jamais eu de représentation au sein du gouvernement?
J'ai pas voulu. Non, on ne parle pas du gouvernement. Mais c'est la même chose. Pas d'élection. Non. Pas de représentants. Ce n'est pas la même chose. Vous parlez de l'Assemblée. Ça n'a rien à voir. Non. Il n'existe pas à l'Assemblée nationale. Eric Foyet. La tribu, c'est laquelle? C'est de la tribu de Sanaga. Il y a une tribu de Sanaga, je découvre ça sur le plateau. Bien sûr. On parle de gouvernement, on parle de représentation. Je voulais dire quelque chose. Maître tout à l'heure a dit quelque chose de très intéressant, le représentant du RDPC. Il a dit que... maître, c'est lui. Moi, je suis conseiller municipal RDPC, je ne suis pas maître. Vous êtes juriste en tout cas, c'est ça que je l'appelle maître. Le représentant du RDPC a dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant, que le député doit justifier son budget en allant nourrir les populations de ça. C'est ce qu'il a dit, de manière prosaïque. Il faut le dire assez clairement. C'est la preuve de l'échec de la décentralisation. Si dans notre pays, les maires avaient le budget qui leur permet de réaliser des projets, collecter des devises. Pour construire un pont, on n'allait pas regarder aux députés. Pour construire une école, une salle de classe, on n'allait pas regarder aux députés. Et il y a trop de charges qui pèsent de manière pratique et réelle sur les députés. Voilà. Venir poser le problème de l'augmentation du nombre de députés, c'est un faux débat. Parce qu'il faudrait retenir vous devez réagir parce que vous avez été interpellé. Les populations qui n'ont pas... On a très peu de temps maintenant. C'est ça que c'est l'argent du pays. Il faut qu'on soit... C'est l'échec d'une gouvernance. C'est l'échec d'une Notre panéliste veut à tout prix nous mettre hors sujet. Votre sujet très pertinent parle de la représentativité ou de la représentation. Il faut qu'on retienne tous que revoir le train de vie des députés est une chose. Oui. On est d'accord que parfois ceux qui sont là-bas même, on se demande à quoi ils servent. D'accord. Mais on ne peut pas éluder la question de la représentation qui voudrait que chaque communauté du Cameroun, le Cameroun c'est un ensemble, le Cameroun c'est un ensemble de royaumes. Comme pour parler comme certaines personnes, tout le monde voudrait avoir droit au chapitre. Maintenant, si au gâteau doit participer aux affaires de la nation, si c'est le train de vie qui fait problème, il n'est pas interdit qu'on ramène 35 millions. Non. Est-ce qu'il y a un seul Camerounais de 35 millions qui ne veut pas avoir voix au chapitre? Il n'est pas Il n'est pas interdit qu'on ramène le député son salaire ou ses revenus à 1 million. Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui empêche? Rien. Donc, une chose est de ne pas être d'accord avec le revenu. Une autre est de penser qu'on n'en a pas besoin. Le Cameroun en ce moment est sous-représenté. Et c'est une cause de nombreuses frustrations. Et moi, j'encourage le gouvernement et le MINAT à poursuivre avec ce projet de redécoupage qui va permettre une éclosion sociale, afin que tout le monde se sente impliqué dans la gestion du pays. Mais tu n'as pas réagi depuis sur la question. Est-ce qu'elle est liée au revenu du député? Auquel cas, on peut même imaginer qu'on réduise, par exemple, les revenus des députés, mais qu'on ait une représentation. On peut également imaginer que cette assemblée soit occupée majoritairement par l'opposition. C'est déjà arrivé. Peut-être qu'on oublie les pages de l'histoire. Si c'est le cas, est-ce que ça gênerait qu'on ait plus de députés de l'opposition avec plus de chaises? Oui, avant d'aborder la question, comme nous parlons de chiffres, il faut essayer un peu de faire une étude comparative avec les autres pays, si vous permettez. Vous allez voir quand même qu'au Nigeria, nous avons 360 députés. En Afrique du Sud, 400. Au Kenya, 349. Ghana, 276. Sénégal, 165. Côte d'Ivoire, 255. Plus que le Cameroun. Maroc, 295. Algérie, 407. Tunisie, 161. Rwanda, 80. Gabon, 143. Tchad, 188. 188. Bon, au Cameroun, on a 180. Et aujourd'hui, ça pour environ 30 millions d'habitants. Environ 30 millions, même 40. On ne peut pas spéculer. Mais aujourd'hui, pour des pays qui vont à 400 millions. Non, sociologiquement, on peut se projeter entre 30 et 35. Un pays qui spécule en tout. 30 et 35. Pays, oui, qui avait soutenu Jean-Jacques. Adhérons même à la posture de ceux qui pensent qu'il faut ajouter. Oui, il faut ajouter. Maintenant, est-ce que déjà ceux dont nous avons présentement et dont leur communauté soi-disant sont ainsi représentées, ça résout le problème de la demande sociale? C'est la première question. Maintenant encore, l'autre question
est beaucoup plus pertinente. Est-ce que la Constitution du Cameroun définit le député comme le député d'une ethnie ou d'une tribu ou d'une minorité ou le député de la nation? Quel est son rôle? Parce qu'au-delà de ce chiffre, oui, mettez même à 500, 600, est-ce que ce chiffre va permettre aux députés, d'après ce qu'on nous fait croire et entendre dans ce plateau, de payer les cercueils? De payer, c'est comme nous il ne faut pas l'induire en erreur. C'est pas ce qu'il voulait dire. De payer les cercueils. Maintenant, on revient à la République. Est-ce que ça va nous permettre de bâtir une République sérieuse? Parce qu'une République sérieuse, c'est quand même sur la responsabilité et la redevabilité. Une République sérieuse, c'est une République où le député doit veiller quand même, doit faire au contrôle de l'action du gouvernement, doit veiller sur le vote des lois. Ces députés que nous avons aujourd'hui, excusez-moi vraiment, mon cher frère et camarade et ami du RDPC, n'est-ce pas? Je vais vous surprendre. Tous les députés actuels que nous avons au Cameroun, quelles sont les lois qu'ils ont votées? Alors, nous discutons du nombre de sièges, pas de l'inefficacité de ceux qui sont là. S'il vous plaît, on est à l'approche mais le problème c'est qu'il y a nombre et efficacité. On est à l'approche des élections. Nombre et efficacité. Si vous êtes d'accord que les députés ne font rien, est-ce pour autant que ceux qui vont arriver seront de la même trempe? Est-ce qu'on ne dénature pas le débat en on ne dénature pas, puisque ces députés qui ne feraient rien, ceux qui sont là jusqu'à présent. Nous sommes d'accord, vous parlez de représentation, vous parlez de chiffres, n'est-ce pas? Comme la non-rétroactivité que tu évoquais tout à l'heure. Nous parlons du futur. Oui, nous parlons de représentation. Oui. Nous parlons de chiffres, n'est-ce pas? Oui. En même temps, nous parlons des demandes sociales et les places qui sont petites. Voilà. C'est ça, non? Voilà. C'est ça, non, permettez, je vais chuter. Parlons d'un parlement sans parlementaire actuellement. Oui. Parlons du nombre de sièges. Quand vous parlez pensez au RDPC, vous ne voulez plus qu'on parle du nombre de sièges. Parlons du nombre de sièges et non les députés qui sont assis. Parce que nous pensons que le chiffre n'est pas un problème, mais le problème c'est l'efficacité. Voilà. Parce qu'il faut une véritable solution. Et la véritable solution réside, comme nos frères de Bororo posent les problèmes sur le plan social, ça réside sur la décentralisation, par exemple, effective. Une meilleure allocation des ressources. Parce que si, par exemple, le maire de son village ou de sa communauté avait vraiment les moyens tels que cela est défini par le code de la décentralisation, comme ça se doit, et les transferts de budget, on ne serait pas à ce de revendications. Nous sommes déjà en train de poser sur des revendications communautaires. Le débat n'est pas communautaire. Le débat est relatif à la population, à ce que le Cameroun est devenu aujourd'hui. Nous ne parlons pas des gens qui sont assis, mais on parle du nombre de sièges. Voilà. Moi, je voulais vous faire quelques Alors, on n'a plus le temps parce que c'est le temps du journal en anglais. Arrive juste derrière. On a 369 partis politiques légalisés pour 180 députés. Si on fait un ratio, si ce qu'ils disent que le nombre de députés n'est pas tous ces partis politiques, vous aurez pu nous rejoindre au RDPC. Nous dire donc que le ratio est bon, on n'a pas besoin de plus de partis politiques. Il y en a combien qui sont représentés à l'Assemblée nationale? Et qui écument les plateaux et les débats, alors qu'ils n'ont pas le droit au chapitre. Quelque part, moi je pense que quand vous faites le débat sur la mauvaise gestion, ou bien vous interrogez, ça ne résout pas le problème. D'accord. Alors j'imagine bien de députés pour que toutes les communautés soient représentées et portent leur voix. Ce que sont en train de penser les populations de Touboro dans le Mayoré, qui est gigantesque. Le Mayoré qui est gigantesque aujourd'hui et qui a besoin forcément de découpage. Et le découpage va avec... oui. Le département du Bamingui, lui seul représente la région de l'Ouest. Mais il n'a qu'un seul député. Vous pensez que c'est normal? C'est normal. En termes de porter les doléances des populations même. On a fini pour aujourd'hui. On revient à la semaine prochaine avec d'autres thématiques. Nous reviendrons sur la représentation à l'approche des élections locales qui arrivent. Parce que la question doit être posée sur la table. Juste derrière nous, le journal en anglais. Et à 20h, le journal en français. Merci de rester fidèle sur Afro TV.